Bonjour à tous. Déjà, merci de vous voir nombreux à notre atelier. Je me présente et je vais présenter mes collègues. Après, je vais leur laisser la parole pour qu'ils vous parlent un peu des leviers de modernisation actuelle. Moi, c'est Makram Benbabis. Je travaille chez Accenture. On a créé une practice actuarielle il y a 5 ans. On se développe sur ce secteur et aujourd'hui, on a voulu illustrer un peu les axes sur lesquels on travaille, et notamment la modernisation des process actuariels, des outils, ainsi de suite. Je suis accompagné aujourd'hui avec mes collègues d'Accenture, Amine et Omaima, qui vont vous présenter juste la suite de cette présentation. Mais j'ai l'honneur d'inviter aujourd'hui, en fait, Monsieur Joseph Sebag, qui est le CEO de InsurTech Global, qui va présenter en fait 2 use cases qu'on a voulu illustrer par rapport à la plateforme qu'il a développée qui s'appelle Stockasé. Les use cases vont vous parler parce que ça touche le quotidien des actuaires en termes de modélisation. Et je laisse un peu le suspense pour après. Aujourd'hui, on va vous parler... en fait, on a juste 4 étapes dans notre présentation. On va parler un peu des enjeux de modernisation dans l'actuariat d'une manière générale. Qu'est-ce qu'on attend de l'actuaire. On va illustrer avec quelques exemples, en fait, comment le quotidien de l'actuaire va être transformé avec l'apport de la nouvelle technologie. Et on va illustrer à la fin avec 2 use cases. Un use case d'un modèle ALM en stochastique, en full ALM, et un autre modèle de simulation dans simulation que Joseph va avoir l'honneur de vous présenter juste tout à l'heure. Pour faire ça, donc je passe la main à Omaima pour qu'elle vous parle de la première partie. Je pense qu'il faut passer la slide pour parler de l'actuaire entre demain et aujourd'hui. Alors, bienvenue à tous. Aujourd'hui, il y a une évolution importante de l'informatique et de la modernisation actuarielle. Et donc, il existe plusieurs catalyseurs qui poussent plusieurs acteurs du marché à innover et à moderniser sous la contrainte et l'inflation réglementaire. Nous pouvons remarquer qu'il y a plusieurs sujets en termes de tarification, de collecte de données, de distribution qui poussent l'actuaire à se développer. À titre d'exemple, la norme IFRS 17 a poussé plusieurs acteurs du marché à innover et faire une refonte de leurs outils informatiques. Nous pouvons remarquer dans le graphe à droite que plusieurs acteurs du marché pensent à l'instauration de l'intelligence artificielle et des machine learning. On peut voir 67% des acteurs du marché pensent à cela et on peut remarquer que 45% des acteurs, ils ont déjà implémenté le cloud. Donc, il faut alors optimiser l'accès à la data et faciliter les tâches de l'actuaire. Donc, l'actuaire d'aujourd'hui passe beaucoup de temps à la préparation de la donnée. Il passe 35 à 50% de son temps à traiter la donnée et à la traiter, à savoir plusieurs sources de données, l'hétérogénéité de la donnée. Et du coup, pour l'analyse de son expérience, on peut remarquer qu'il passe pas beaucoup de temps à valoriser et à revoir les modèles et à avoir son jugement d'expert. Donc c'est pour cela que la modernisation actuarielle intervient afin que l'actuaire puisse donner des jugements et des perspectives évolutives à son organisation et en termes de communication des chiffres clés. Donc nous pouvons remarquer dans le graphe qu'aujourd'hui il y a une faible valeur ajoutée de la data préparation et plusieurs autres aspects, et alors qu'il y a plusieurs d'autres volets qui sont négligés à cause de fausses de temps. Donc l'actuaire d'aujourd'hui doit alors passer moins de temps dans le traitement manuel. Donc c'est une stratégie pour la préparation de la data et sa collecte. Et en termes de reporting, donc tout doit être automatisé pour ne pas avoir des calculs répétitifs et itératifs et complexes.
Alors, l'actuaire, comme un partenaire business dans son organisation, travaille dans un contexte d'efficience opérationnelle et en élaborant des stratégies de diversification afin d'avoir une performance, performance de forte valeur ajoutée, en identifiant les bonnes opportunités, en gérant les risques et avoir un rendement pour ses actionnaires tout en avoir les bons marchés et les bonnes opportunités. Alors la question qui se pose, et je laisserai la main à Amine, comment l'actuaire de demain pourrait passer à l'innovation? Merci Oumaima. Donc, comment libérer le temps de l'actuaire pour qu'il se concentre davantage sur des activités à plus fort impact stratégique et plus forte valeur ajoutée, et en le libérant des tâches répétitives à moindre impact. Donc aujourd'hui, l'actuaire, il doit, dans le modèle holistique actuariel opérationnel, on doit penser, appréhender différentes composantes. Donc si on peut regrouper ces composantes en 3 piliers. Donc d'abord le pilier de la technologie, ensuite le pilier de la donnée et enfin le changement qui passera par les changements dans les process et dans la gouvernance. Donc la technologie permet donc de moderniser la collecte, le traitement, mais aussi de booster les calculs et les reporting. Les données, surtout les données nouvelles qu'on pourra collecter demain, donc permettront d'adapter la modélisation des comportements, de mieux prédire les risques et d'avoir plus d'efficacité dans les campagnes de marketing, dans la tarification et les changements donc dans l'organisation, dans les process. Donc la slide d'après. Donc, le chemin vers l'actuaire de demain, il va passer par plusieurs routes. Donc, la première route, c'est la route de la technologie. Donc, aujourd'hui, on a emprunté une partie de cette route, notamment avec les plateformes Cloud Basis, donc les data platforms. On a commencé à intégrer des use cases d'intelligence artificielle dans certains processus actuariels. Voilà. Et demain, donc, il y aura d'autres technologies qui arrivent. On va les détailler plus tard. Il y a aussi la route de la data. Donc, l'actuaire de demain, il doit être propriétaire de sa donnée. Donc, une compagnie d'assurance sera gérée par la data. On va pouvoir, du coup, faire de l'analytique grâce à la collecte et de nouvelles sources de données. Il y aura donc aussi la route des process, donc notamment la robotisation, le cognitive computing, l'intelligence operation. Ensuite, il y aura aussi donc le rôle de la gouvernance. Donc, il faudra libérer l'actuaire des tâches plutôt IT, voilà, et lui permettre de plus se focaliser sur sur des tâches de jugement d'expert. Il faudra redéfinir les rôles et les responsabilités et avoir ce qu'on appelle donc l'embedded governance, donc la gouvernance intégrée. Et enfin, libérer le talent. Donc, l'actuaire de demain, c'est un data scientist. Donc, il va avoir un rôle hybride où il va combiner des connaissances en data science avec une expertise métier et aussi une bonne connaissance de la technologie et des données. Voilà, et pour pouvoir, donc, comme a dit Oumaima, agir comme un vrai business partner. Donc, la slide après. Donc, au problème d'aujourd'hui vont s'imposer les solutions de demain qui sont déjà existantes aujourd'hui. Donc aujourd'hui, les outils actuariels, notamment les logiciels de niche, l'usage massif d'Excel, ces logiciels-là sont rigides, ils sont difficilement intégrables dans un workflow. Les temps de run sont conséquents. L'analyse de changement n'est pas automatisée, elle est consommatrice de temps. Donc les solutions qui s'imposent, c'est d'abord ces plateformes de données sur le cloud, donc qui vont apporter une force calculatoire, l'automation avec les processus robotiques automatisés, le langage, la génération du langage naturel, les scripts avancés. Il y aura aussi donc sur le volet data. Donc aujourd'hui, la plupart des assureurs utilisent à peine 10 à 15% de la donnée possible qu'ils peuvent traiter. Donc grâce aux data platforms qui centralisent et harmonisent plusieurs sources de données, on pourra faciliter le traitement aux données existantes et aussi accéder à de nouvelles données.
Ces nouvelles plateformes, en fait, avec les nouvelles technologies, notamment les API, on pourra intégrer différents outils au niveau de ces plateformes-là pour apporter plus de valeur et plus de solutions. Donc, comme j'ai dit, donc les actuaires sont considérés aujourd'hui comme des experts en données, donc, car ils ont l'habitude de les manipuler. Donc demain, ils vont devenir propriétaires et ainsi de suite. Donc, si tu peux passer à la stade d'après. Voilà. Donc, la trajectoire de la transformation a été initiée depuis 15 ans. Et elle a été accélérée par les nouvelles opportunités, les contraintes réglementaires et surtout par la technologie. Voilà. Donc, hier, il y a 15 ans, on était encore dans des opérations divergentes. Aujourd'hui, on peut s'y situer au début de l'industrialisation. Donc, on est passé... la slide après. Donc, on est passé par la standardisation des process. Donc, c'est-à-dire qu'on a commencé par converger les modèles de données, harmoniser les sources, harmoniser les processus et les reporting, voilà, et construire des plateformes partagées au niveau des entités, au niveau des groupes. Voilà. À cela, donc, il y a eu pas mal de freins. Donc, le frein qu'on retrouve souvent, c'est la résistance au changement. Il y a aussi les contraintes locales qui s'opposaient aux contraintes du groupe. La collaboration entre le métier, entre les départements métiers et les départements IT, l'intégration des environnements locaux. Voilà, donc on a chiffré par rapport donc aux clients qu'Accenture a aujourd'hui. Donc les clients qu'on a, en fait, la standardisation des process, elle a apporté 5 à 15% de gains pour le métier et 10 à 20% de gains pour l'IT. Voilà. Donc aujourd'hui, on a commencé l'industrialisation et la mutualisation. Donc on commence à rationaliser les outils, à créer une communauté de pratiques. Voilà. Voilà. Donc ceci pas justement par l'apport des data platforms et des nouvelles technologies dans ces process. Le gain métier, il est chiffré entre 15 à 30% et le gain IT entre 25 et 40%. Voilà. Et donc demain, ça sera l'automatisation, donc l'intelligent automation. Donc, il faudra donc identifier les use cases à fort ROI, centraliser les données, voilà, et combiner tout ça avec l'intelligence artificielle et RPA. Donc, ça veut dire que demain, il y aura moins d'interventions. Donc, des algorithmes d'intelligence artificielle pourront intervenir au niveau des process qui sont déjà industrialisés pour pouvoir mieux les optimiser, voilà, et libérer le temps. Donc, le gain, il sera... voilà, autour de 15 à 25% pour le métier. Pour illustrer ça, voilà, pour illustrer sur comment le calcul actuariel et la modélisation actuarielle, elle s'est développée au fur et à mesure de la technologie. Donc là, dans ce timeline, on voit l'évolution du calcul. Donc, dans les années 80, on était encore dans les nombres de commutations. Ensuite, avec l'apparition des ordinateurs connectés, on a commencé la modélisation déterministe, le calcul distribué sur les CPU. Voilà. Ensuite, il y a eu en 2004 donc l'apparition de l'informatique en grille, donc le grid computing, donc qui a permis donc quelques années plus tard à ce que commence à se développer les modèles stochastiques emboîtés. Les nested stochastiques qu'on va voir plus tard, donc les régimes stochastiques pour variable annuity, les stratégies de couverture dynamique, les portefeuilles réplicatifs. Ensuite, on a vu l'essor de techniques qui existaient déjà, mais qui se sont démocratisées, comme le machine learning et le deep learning. Voilà. Et aussi, donc, une technologie qui existait déjà, en fait, qui était plus utilisée dans les jeux vidéo, mais qu'en fait, on a trouvé qu'on pouvait l'utiliser aussi dans différents types de calculs. C'est les processeurs graphiques, en fait, qui permettent d'avoir une plus grande puissance du calcul parallèle, alors que les CPU ils sont plus adaptés pour des calculs en série. Les GPU permettent donc d'optimiser le calcul parallèle, et donc ceci a eu un essor en 2010, et couplé du coup avec aujourd'hui, donc on a les plateformes sur le cloud, couplés. Donc on va voir plus tard, voilà, le genre d'outils actuariels qu'on peut avoir à disposition en combinant ces différentes technologies basées sur le cloud.
Voilà. Et donc, je vais laisser la main à mon collègue. Ouais, on va faire dans la démo. Donc là, on va vous montrer la solution Stochastic, donc qui est une solution cloud basis, donc qui couple un moteur CPU avec un moteur GPU. On a deux cas d'usage dans cet atelier qu'on va vous présenter. D'abord un modèle ALM, donc un modèle ALM classique avec une projection d'un portefeuille épargne avec un modèle ALM assurant l'interaction actif-passif pour la participation bénéfice dans un environnement market consistent. Donc on a des modèles pente d'actifs, de passifs, des hypothèses techniques, un scénario de marché, donc enfin différents scénarios. Donc ici on a 10 000 scénarios. Et donc peut-être dans le workflow. Ouais, on va lancer les vidéos, on va voir ça directement. Donc voilà. Donc comme input, donc on aura des modèles pente d'actifs et de passifs, et donc comme output, donc un bilan, un compte de résultat, une projection solvabilité 2, voilà, une simulation du bilan et du PNL pour chaque année de projection, voilà, et chaque scénario. Je te laisse du coup. Voilà, très bien, merci. Alors. Je te laisse, les défauts, je ferai peut-être besoin. Donc, merci beaucoup. Donc, l'intérêt de cette solution, c'est vraiment de démontrer un petit peu ce que l'on a créé par rapport à tous les soucis que Amine et Oumaima ont énumérés. Et en fait, on a créé une plateforme qui est complètement end-to-end, qui est complètement intégrée sur le cloud et qui est on-demand. Et quand c'est on-demand, au lieu d'avoir une infrastructure qui coûte une fortune, ce qu'on fait, c'est qu'on se connecte sur le cloud AWS, on est capable de lancer des calculs, vous allez voir, assez faramineux, avec 5 millions de modèles points fois 25 000 scénarios et imbriqués, donc nested stochastique, à la demande. On a les résultats en moins d'une minute, et en fait, ça nous coûte 1 minute de calcul, au lieu d'avoir une infrastructure qui coûte aujourd'hui plusieurs millions de dollars pour pouvoir calculer ce genre de modèle. Et donc là, si tu veux, tu peux mettre pause, comme ça on revient un petit peu rapidement. Reviens une 30 secondes. Voilà, donc ce qu'on a créé ici, c'est toute une boîte à outils, c'est vraiment une solution end-to-end qui répond à tous les besoins de l'actuariat. Donc, ce qu'on a, c'est du workflow automated, complètement automatisé et qui est absolument avec zéro code, c'est du no-code. On a l'impression de faire du visio et on peut connecter des modèles en input-output, donc avoir les résultats à partir d'un certain modèle, prendre les résultats de ce modèle et puis les envoyer vers un modèle tiers. Et donc, vous verrez comment ça va se passer. On a un ETL qui, justement, peut faire des manipulations, des changements de format, pouvoir faire du reporting, encore une fois sans faire de SQL, sans avoir accès ou besoin d'avoir une personne au niveau de l'IT pour faire des conversions de fichiers. On a voulu vraiment donner la main aux actuaires pour qu'ils puissent faire leur manipulation de données avec zéro code et de manière très intuitive, et vous verrez aussi un exemple de cela. Et par la suite, on a vraiment tout intégré. La solution est complètement modulaire, donc s'il y a certains outils ou boîtes à outils qui ne sont pas nécessaires pour les uns ou les autres, on peut complètement les éteindre. On peut donner des rôles différents à différentes personnes. Donc une personne peut être utilisateur, une autre personne peut être superviseur et regarder les résultats et faire des changements. On peut donner accès à certains modules de certaines personnes et pas à d'autres personnes. Et il y a vraiment toute une panoplie d'outils qui répondent vraiment à tous les besoins dont mes collègues ont énuméré. Là, ce que je vais vous montrer là tout de suite, c'est le modèle ALM en question. Vous voyez au niveau de la clé ici, on a une clé H de 256 bits qui est au niveau de chaque fichier qui a été enregistré. Vous verrez par la suite quelle est l'importance de cette clé. C'est une clé qui est au standard de la NSA, donc la National Security Agency, et qui jusqu'à présent est inviolable. Donc les dernières technologies qui utilisent la blockchain et puis enfin les technologies qui sont assez connues aujourd'hui. Donc là on lance le modèle et puis on attend les résultats.
Et vous verrez à peu près, alors on parle de 100 000 model points par 10 000 scénarios avec un contest 2, best estimate, etc., etc. Et par la suite, on passera à la partie modélisation. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire la modélisation sur plusieurs outils. Donc on a du R, on a du Python, on a du C++, on a du Java. Donc il y en a pour tous les goûts. Et on s'est rendu compte que dans certaines écoles, aujourd'hui, bon, R est absolument à pignon sur rue, c'est l'outil qui est privilégié. Donc on a mis R, et puis dans R, on a toutes les librairies qui existent dans R et qu'on peut utiliser directement. Donc tous les modèles qui existent dans R peuvent être utilisés ici, avec bien sûr une couche derrière qui permet d'accélérer les calculs. Et comme vous le verrez ici. Pareil pour Python, pareil pour C++, etc. Donc il y en a vraiment à tous les goûts, il y en a pour tout le monde, et on a essayé d'accommoder un peu tout le marché. Et puis voilà, donc on a les résultats à peu près en 1 minute 20, et ça c'est en même temps pour faire les calculs, mais non seulement faire les calculs, mais pour générer les fichiers aussi. Donc c'est ce qui est, c'est la partie de génération de fichiers est assez importante aussi. Donc c'est les temps de calcul plus génération de fichiers. Ici on a en dynamique carrément toutes les variables, tout le modèle qui vient s'inscrire. Donc s'il y a un actuaire qui n'est pas familier avec le modèle, ben, il peut regarder le schéma pour voir directement comment le modèle est construit. Ici, on a accès au code, et le code est dynamique par rapport à l'UML. Donc si on clique sur n'importe quelle ligne, ça va nous amener directement sur la ligne de code et pouvoir faire les changements et voir comment le modèle est imbriqué. Ici, on a un code compare qui nous donne les différences entre les différentes versions. Bon, on peut imaginer que le modèle a évolué. Par exemple, j'ai rajouté une ligne là pour mettre que c'est un test. Et là, on voit directement quel a été le changement, pour quelle version, etc. On peut avoir N versions. Là, on va passer directement sur R, donc l'outil classique qui est imbriqué dans Stochastic. Donc, on se connecte sur R. Et tous les changements qui sont apportés au niveau de R ou même au niveau de Stochastic sont synchronisés. On voit ici, par exemple, bon, ça c'est un autre modèle qui est venu s'inscrire. Et là, on va ouvrir le projet R, donc qui est R classique. Si vous utilisez R, voilà, c'est vraiment la version classique de R. Donc on va ouvrir le modèle. Donc c'est notre modèle ALM. On a utilisé les outils qui existent déjà dans R, toutes les librairies bien sûr, pareil dans Python, le SG, etc. Et puis ce qui nous a permis d'aller très très vite, donc speed to market, une rapidité qui nous permet d'avancer, de créer des modèles très 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 rapidement, de faire des proof of concept de manière assez, je dirais même beaucoup plus rapide que nos compétiteurs. Donc on passe en deuxième, on va passer maintenant sur tout ce qui est gouvernance audit-trail. Et je vous avais expliqué au départ que sur l'audit-trail, tous les fichiers, en fait tout, absolument tout, qui, que, quoi, donc où, qui fait quoi, tout est logué. Absolument tout, 100%. Donc demain vous avez un audit, pas besoin de se justifier. L'auditeur, il y a un module pour l'auditeur qui vient, tous les fichiers sont catalogués, on vient sur la piste d'audit, tout ce qui a été fait, à quelle heure, qui, que, quoi, comment, par qui, est absolument logué. Là, tout ce que l'auditeur a à faire, c'est d'aller chercher le modèle et d'aller enregistrer les fichiers, de reprendre les fichiers ou la base de données qui a été utilisée pour faire les calculs et de valider que c'est bien les fichiers ou la base de données utilisés pour les calculs en question. Et vous verrez ici, donc on va chercher fichier par fichier, puis les résultats devraient être exactement la même chose. Si vous changez un point, une virgule, n'importe quoi, la clé changera. Donc il n'y a vraiment aucune possibilité de violer la clé ou de faire quelque changement que ce soit. Ça, bien sûr, ça c'est quand on est en production, etc., etc. Maintenant, si vous voulez faire des choses qui sont beaucoup plus pratiques, essayer des choses, comme vous l'avez vu, on a un modèle production, taste et développement. Là, je vais vous montrer, là, par exemple, on a essayé en premier, on a mis avec scénario sans faire aucun changement, on a eu le résultat, la clé a été validée. Là, par contre, j'ai rajouté un S au niveau de la clé, et vous voyez, non, la clé est complètement différente, et on me donne exactement, il y a un S qui a changé, voilà ce qui a changé au niveau du fichier en entrée. Donc, une fois que l'actuaire a rentré tous les inputs et les outputs,
et que tout le modèle est validé, il y a un ticket, certificat, qui dit que le modèle a été validé complètement, que ce soit avec des différentes versions, au niveau du code, au niveau de la personne, à 100%. Bon, ce qui élimine tous les soucis qu'on connaît quand il y a un audit, le temps à passer avec les auditeurs, etc. etc. J'en connais un bout. Passé 10 ans à la SCOR aux États-Unis, on les avait tous les jours. Donc si on avait un outil comme ça, c'est ce qui nous a fait réfléchir en même temps à avoir des outils pour nous libérer. On va passer à l'autre modèle, qui est le modèle Nested Stochastic, pour vraiment démontrer la puissance de calcul. Et là, on a utilisé les dernières technologies, qui sont le CPU, le GPU, et d'autres technologies un peu moins connues, SMID, SMIT. L'idée, c'était vraiment de fusionner toutes ces technologies, de savoir les adapter dans les cas qui sont pertinents, pour pouvoir arriver à des résultats qui aujourd'hui, ma foi, à ce que je sache, ne sont pas possibles dans aucune des solutions du marché. Je présente peut-être le modèle. Donc, c'est Guaranteed Investment Reserve. Donc, mise en place d'une technique des simulations dans les simulations, donc, pour calculer la réserve d'un contrat GIC. Donc, 5 millions de polices, 480 mois de projection, donc 25 000 fois 25 000 scénarios économiques, donc des simulations dans des simulations. 2 algorithmes par police. Le premier est indépendant du générateur de scénarios économiques et le deuxième est basé sur le générateur. Voilà. Et donc il y a l'Investment Guaranteed Reserve for output et l'Estimated IGR for next month. Merci. Voilà. Ouais, tu peux faire passer le discours. Ah, on revient. Ouais. On revient encore. Voilà. Donc, je vais me mettre peut-être ici pour mieux voir. Comme vous voyez, on a 5 millions, donc un fichier de 244 mégas avec 25 000 scénarios. Et puis on a lancé les calculs. On a un autre écran qui nous permet de démarrer les serveurs. Donc au lieu d'avoir des serveurs qui tournent toute la journée et d'avoir une infrastructure, des gens qui surveillent, etc., on le fait à la demande. Ma foi, ça nous coûte 20 € à chaque fois qu'on fait tourner la machine. Et vous imaginez un peu les coûts, enfin combien on peut épargner en faisant ce type de manipulation. Là, on utilise du GPU, CPU, mais bien sûr d'autres technologies. Donc les jets numérés, c'est un petit peu notre sauce secrète, si je puis dire. Mais bon, toutes les technologies existent. L'idée, c'est de savoir les fusionner. Et on a fait beaucoup de recherches là-dessus pour pouvoir arriver à ces temps de calcul. Donc, on regarde ici, on est à 5 millions de polices. Les calculs sont faits à peu près à 48 secondes. Et vous verrez qu'avec le rendement des fichiers, on est à 57 secondes pour un modèle nested stochastique, donc stochastique imbriqué. Et je pense qu'au niveau du marché, à ma connaissance, il n'y a absolument personne sur le marché qui est capable de faire ce genre de calcul. Ces calculs ont été validés ne serait-ce que par EY au départ, Accenture, et puis tous les leaders de marché. Donc ce qu'on vous montre là a été prouvé, validé, testé, et donc il y a d'autres outils, si tu peux revenir un petit peu. Bon, c'est pas grave, on le verra par la suite. Il y a aussi d'autres outils qui existent dans la boîte, qui sont les outils de reporting, comme vous pouvez le voir, qu'on peut intégrer, ou carrément un outil de reporting qui est similaire à d'autres outils modernes qui peuvent être très coûteux sur le marché, qui sont intégrés. On a aussi d'autres outils, vous verrez, du genre de Skype, où on peut carrément se communiquer entre succursales, etc. On fait aussi de l'API, on fait aussi des fichiers par rapport aux bases de données. Donc on peut utiliser les bases de données, mais de manière, encore une fois, sans code. Alors on se connecte à la base de données, et on a des outils intégrés qui nous permettent d'aller chercher les champs qui sont intéressants, de les manipuler de manière intuitive. Donc, encore une fois, pas de SQL, pas de code, quoi que ce soit. Et bon, ma foi, on n'a pas besoin de charger 5 millions de lignes. On voit les 10 premières lignes, ça suffit pour pouvoir déterminer ce qu'on veut voir, ce qu'on veut avoir dans le fichier pour pouvoir faire les calculs. Là, ce que j'ai voulu faire, c'est que je voulais vous montrer un petit peu que les calculs ne sont pas linéaires, en fait. En fait, de faire un calcul d'1 million ou de 5 millions, vous verrez, là, on a un calcul de 1 million fois 25 000 polices.
Ma foi, vous me direz 1 million fois 25 000 polices ou 5 millions fois 25 000 polices, et il devrait y avoir au moins 5 fois plus de temps. Ben, ça ne marche pas de cette manière, puisqu'on utilise du GPU, du CPU, et avec la puissance de calcul, tout ce qu'on a à faire, c'est d'accélérer les puissances de cloud computing, comme on dit, et pour avoir à peu près les mêmes rendements avec 5 millions à 1 million. Et ça vous coûtera 10 € de plus. Alors là, vous verrez, en fait, tout ce qu'on a, c'est 2 minutes de calcul. Bon. Un petit peu de suspense quand même. Et voilà. Et donc, à 1 million, on a 48 secondes. Et vous avez vu qu'avec 5 millions, on avait 58, à peu près 10 secondes de plus. Donc, en ajoutant du GPU, en faisant des calculs avec du SAMD qui sont simultanés, je dirais, on arrive à ce genre de résultat. Ensuite, je vais juste vous montrer, je pense qu'on est arrivé au bout. Alors ça, c'est tous les outils qui sont là, qui sont disponibles pour pouvoir faire ce genre de graphe. Même les écrans que vous voyez ne sont pas développés. On a la possibilité de créer des écrans automatiquement. Donc si vous avez un nouveau modèle, vous le créez sur R, vous allez choisir vos variables, et ensuite le modèle, comme vous le voyez, c'est du drag and drop, ça crée le modèle. Ça crée les boîtes, vous mettez les intitulés, les libellés, vous dites si c'est quel type de champ, etc. Et puis par la suite, au lieu d'avoir à créer l'interface est créée pour vous sans code. Encore une fois, ici, on a de l'ETL, donc si tu veux revenir. Donc l'ETL qui nous permet de faire de la manipulation de données avec zéro code, absolument zéro code. Vous rentrez votre fichier pour faire une migration. Au lieu de que ça se fasse par l'IT, on peut faire une migration très très rapidement. Et vous le verrez, je vais juste vous montrer visuellement comment ça marche. Donc encore une fois, on va aller chercher un fichier avec un modèle, tout simplement. Alors ça peut être une base de données, ça peut être un fichier CSV, c'est complètement agnostique en fait. Donc j'ai pris un fichier, je l'utilise, je dis s'il y a une en-tête ou pas, un header ou pas. Est-ce que, par exemple, sur une table de mortalité, on peut imaginer, dans certains pays, les tables sont XY ou YX, on peut manipuler la table pour la mettre au format désiré. Et puis automatiquement, ici, le système nous a donné exactement quels sont les champs, si c'est de l'alphanumérique, si c'est etc. Et ensuite, on peut décider comment fusionner tel ou tel champ. Par exemple, on peut avoir une prime et une commission, on veut juste avoir le net pour notre fichier, etc. On peut rajouter toutes sortes de formules, d'agrégation, et bouger les fichiers comme on le veut. Donc en amont, déjà déterminer quelle tête doit avoir le fichier automatiquement. Encore une fois, zéro code. Par la suite, une fois qu'on a déterminé, alors on peut imaginer que c'est une base de données, on a déterminé le format en amont, et ici, on va déterminer comment veut-on avoir notre input au final. Et donc, en automatique, ici, par exemple, on veut aller chercher que les informations qui sont de plus de, par exemple, 2015. Et à quel niveau? Donc, c'est au niveau de 2015, issue year, et on veut agréger quelques champs. Donc, par exemple, ici, on veut prendre, agréger au niveau groupé le sexe. Ici, on va grouper, par exemple, on va faire du weighted average, qui est weighted average en français, Macram? Pondéré, voilà. Et puis au final, on a décidé du format en sortie. Par la suite, une fois qu'on a décidé du format en sortie, ce qu'on fait, c'est qu'on peut agréger plusieurs fichiers, plusieurs mois, enfin ma foi, ce qu'on veut. Alors, on va imaginer qu'on prend deux fichiers qui viennent de deux systèmes différents. On veut agréger ces fichiers maintenant qu'on a le modèle en entrée et en sortie, et on veut avoir un résultat groupé avec les formules, etc. Et automatiquement, on a notre résultat. Voilà, on va ouvrir. Alors, tout est catalogué, mais là, c'est plus facile de vous le montrer comme ça. Et là, on a tout agrégé, nos résultats, exactement comme on le voulait. Et on peut fusionner plusieurs fichiers, etc. On passera à la partie... alors, vous regardez un peu comment ça marche. Bon, c'est de l'Excel, mais ça vous donne à partir des produits, les totaux, etc.
Là, on va partir sur la partie RPA, workflow, etc. Et comme je vous disais, c'est un peu comme du visio. En fait, vous le verrez de vous-même, c'est d'aller chercher les modèles qui existent déjà. Alors là, on a pris un modèle qui était du... alors, je pense que c'était du... Voilà, un modèle existant, disability, et on veut aller chercher, comme vous le verrez, connecter deux modèles qui sont complètement séparés, disconnectés. Donc j'ai pris du LTD Reserving, j'ai pris mon NLM, et ce que j'ai fait, c'est que j'ai connecté les outputs de mon LTD en input dans mon ALM, et automatiquement, ça m'a créé mon écran qui est prêt à être calculé. Voilà. J'aimerais, si vous avez des questions au niveau de la technologie, au niveau des modules, etc., je ferai plaisir d'y répondre. Merci Joseph. Je crois qu'il est temps pour les questions. Ceux qui ont quelques questions à nous poser. Je vais mettre là. Dans le schéma de workflow que vous avez proposé à la fin, Ouais. est-ce qu'il y a une possibilité d'ordonnancer les tâches et d'avoir un chef d'orchestre et dans une équipe de dispatcher au fait à certaines tâches? Ouais, l'idée est sortie de là en fait. L'idée c'est que on cherche la transversalité dans une plateforme, ce qui veut dire en fait c'est pas que les actuaires qui vont travailler sur la plateforme. Si on veut imaginer un workflow plutôt end-to-end, on a les gens qui vont préparer les données, les gens qui vont lancer les runs, les gens qui vont consolider, les gens qui vont s'occuper du reporting. Et en fait, le séquencement de workflow pourrait être arrêté avec des instants de validation, des instants de, par exemple, de contrôle de qualité, de donner la main à quelqu'un d'autre. Il y a d'autres outils dans l'outil qui permettent de dire, voilà, j'ai fini cette tâche, merci de valider. Ça envoie automatiquement en fait à la personne identifiée qui va savoir que la tâche a été finie et il peut reprendre en fait l'activité là-dessus. Enfin, les process type S2, les process IFRS 17, même les process sur lesquels on fait des études simplement techniques sur un portefeuille pourraient être orchestrés et séquencés. Donc le besoin il est sorti de là pour pouvoir mettre un workflow vraiment end-to-end. Vous avez vu, ça se branche aux bases de données directement. Donc on peut imaginer en fait court-circuiter tous les sous-processus de création. Par exemple, en assurance vie, on a vu le modèle ALM, la création des modèles point, la création des hypothèses, le lancement des runs, le séquencement de l'analyse de mouvement, un calcul de VAC2C ou un calcul d'une AOC IFRS 17. S'il n'est pas séquencé, ça va prendre beaucoup de temps de préparation de données, beaucoup de tests sur les runs. On peut imaginer tout ça d'une manière automatique. Et on peut même imaginer en fait des modèles, par exemple des calculatoires de cash flow branchés à des modèles de calcul IFRS 17, la même chose Exactement. sur S2, ainsi de suite, qui s'enchaînent d'une manière logique, dans la mesure où les outputs d'un process vont servir à un input d'un autre process, et tout ça en automatisation presque avec zéro code. Le workflow que vous avez vu, c'est juste des drag and drop et certainement il faut une intelligence pour dire que ce modèle-là va servir à l'autre modèle avec le respect des modèles de données, ainsi de suite. Merci Makram. Le fait que les calculs soient déportés dans le cloud, d'un point de vue de la sécurité des données qui sont mises à disposition, comment Aujourd'hui, comme vous le savez, la sécurité au niveau de AWS, etc., est presque à 99,999%. Ouais, absolument. Alors, je disais à Makram avant de venir ici que Apple a fait son déploiement complet sur la EC2 Compute d'AWS. Et donc, c'est la plateforme que nous utilisons, qu'on utilise depuis 3-4 ans. Au départ, on était un petit peu précurseur parce qu'il n'y avait pas beaucoup de monde qui l'utilisait. Et aujourd'hui, on voit de plus en plus les grosses sociétés du genre eBay, Amazon, etc. Enfin, Amazon, bien évidemment, mais Apple, etc., qui l'utilisent. Et il y a une sécurité assez importante. Aujourd'hui, aux États-Unis, on se rend compte que de moins en moins, on va vers de la on-premise infrastructure. Je pense qu'il y a eu le cas de la BNP en France où il y a eu du piratage, etc. Et franchement, les sociétés n'ont pas ni les compétences ni les ressources pour faire de la veille constamment, alors que c'est vraiment le métier de personnes comme AWS. Vous prenez exemple sur la NSA. La NSA, il y a eu un appel d'offres entre Azure Cloud et AWS. Et on parle de la National Security Agency américaine. Donc,
C'est pour dire le genre de sécurité qui existe aujourd'hui. En plus, juste permettez-moi de rajouter un truc, c'est presque une nécessité maintenant d'aller chercher une force calculatoire supplémentaire à ce qu'on a aujourd'hui. Pas mal de clients qui utilisent des modèles actuariels qui sont des niche players, on trouve du mal lors de l'éclatement des mailles, par exemple sur IFRS 17, à faire tourner leur modèle classique. Du coup, ils se posent la question, est-ce que je passe sur le cloud? Qu'est-ce que ça peut m'apporter? C'est quoi les avantages, les inconvénients? Et en fait, au-delà de tout ça, c'est la possibilité de faire un end-to-end. Donc, il n'y a pas uniquement la force calculatoire, Oui. c'est aussi la possibilité d'avoir une plateforme transverse avec plusieurs usagers. Aujourd'hui, en fait, la réglementation nous incite à travailler en collaboration avec d'autres profils, d'autres directions. La transversalité est cherchée sur des outils déployés en promise avec des dongles ou des choses comme ça. Et pour ajouter juste un mot, en fait, vous n'êtes même pas obligé de le faire sur le cloud parce que vous pouvez avoir votre base de données on-premise, faire les calculs sur le cloud et reprendre vos résultats dans votre base de données on-premise. Donc, que les calculs, en fait. Donc, ce n'est pas la meilleure méthode qu'on prenne, mais ma foi, c'est possible. La dernière chose, c'est que vous pouvez avoir un ordinateur assez puissant, à calibrer bien évidemment avec votre besoin, pour faire tous vos calculs en promise dans ce cas. Parce que les algorithmes qui étaient développés permettent d'accélérer d'une manière considérable les temps de run. Vous avez vu des SDS qui tournent à 5 millions de modèles points, deux fois 25 000. Après le modèle ALM de 100 000 modèles points avec 60 ans de projection et 10 000 trajectoires en 1 minute, c'est quand même très fort. Donc calibrer un ordinateur en local pourrait faire ses calculs sans aucun problème. Donc on ne se pose plus de questions, on est capable d'aller vers les what if. Demain, mon CRO il me dit il y a un changement de dernière minute sur la courbe de taux, qu'est-ce que ça va faire sur mon taux de couvre? Je ne vais pas aller demander à l'actuariat de refaire tourner tous les calculs qui ont été produits en 3-4 semaines. Il me faut vraiment quelque chose d'assez puissant pour répondre à cette question what if. S'ils veulent faire du full simulation en ORSA, s'ils veulent faire un business plan IFRS 17, d'une manière end-to-end avec des scénarios et des sensibilités, je serais prêt à répondre. Alors que si j'avais des outils déconnectés et que je dois faire appel à plusieurs services pour combiner avec, la chose se complique. Et on sera toujours dans les 35-40 semaines de prod aujourd'hui de la plupart des actuaires qui font. Ça va être réduit à beaucoup moins de temps qu'auparavant. C'est ça la force de l'industrialisation. Et aussi, si je peux rajouter, on a créé un outil d'intelligence artificielle qui permet justement de faire ces what if et que nous avons utilisé pour des appels d'offres. En fait, où on peut imaginer des cas d'ALM où on pourrait mettre toutes sortes de signaux, en fait, avec de l'artificial intelligence et du machine learning. Le système sera de même capable d'aller détecter des anomalies et d'envoyer directement à l'actuaire les anomalies qui ont été détectées, qui, quand, comment, pourquoi. Et donc on est déjà passé à la phase 2. On ne vous l'a pas montré parce qu'on est limité en 15 minutes et franchement, pour faire une démo complète, il nous faut 3 heures. On a essayé de montrer au maximum ce qu'on pouvait montrer. En fait, on a laissé aussi notre imagination parce que là, on teste des stratégies ALM dynamiques, on teste des stratégies de PB différentes sur des modèles d'épargne assez compliqués qu'on n'ose pas faire sur les modèles classiques que vous connaissez, les prophètes, Moses, ainsi de suite. Là, en fait, on a plus d'imagination. On était même capable de faire des optimisations sous contrainte. Enfin, on se pose des KPI à optimiser sous contrainte d'autres KRI et en fait on fait des simulations dans les simulations, on fait bouger les stratégies d'achat-vente, on fait changer en fait les algorithmes de revalorisation pour voir comment je peux optimiser d'une manière dynamique ma stratégie d'investissement, ainsi de suite, avec les conditions économiques d'aujourd'hui. Ceci est maintenant possible avec la force de calcul, chose qu'on n'avait pas avant. Donc c'est plutôt une plateforme ouverte de modélisation où l'actuaire pourrait s'épanouir et surtout la grande partie de traitement de données qui est quand même énormément facilitée avec les ETL, avec les workflows, ainsi de suite.
Donc justement, donc aujourd'hui, on n'est pas obligé de mettre tous les modèles dans le cloud. On peut garder les modèles en local et utiliser les plateformes en demande, donc justement pour juste faire les calculs. Voilà. Et voilà, c'est donc tout a été pensé pour amorcer le changement, pour pouvoir modifier les pratiques. Mais donc demain, ces plateformes-là, c'est l'avenir. Donc voilà. D'autres questions? Oui. Il existe aussi la phase 0, vous n'avez pas eu le temps de nous montrer, qui est la tarification, la conception du produit, l'analyse d'expérience. Exact. Ouais, en fait, comme a dit Joseph, il y a carrément une plateforme de data science. C'est connecté à tout ce qui est open source. Tout ce que peut vous offrir un open source est déjà dans la boîte. En plus de quelques librairies qui facilitent genre la tarification au PNC, les GLM, ainsi de suite, les choix des GLM à appliquer d'une manière intelligente, ainsi de suite. Ça fait plein d'autres tarifications. On est capable de calibrer des hypothèses de projection, les rachats, les hypothèses d'arbitrage. Si on a les données, on est aussi capable de calibrer des mortalités. Donc préparer tous les outils ou les paramètres d'un moteur de projection pour faire la chose d'une manière industrialisée. Je ne suis pas obligé d'aller créer mes hypothèses à l'extérieur et de les faire tourner. Je peux faire ma tarification dans le même outil, peu importe le produit d'assurance derrière. Donc c'est une plateforme de modélisation où l'actuaire peut se contenter à faire tout à l'intérieur et pas aller voir d'autres outils en parallèle et diviser son process en plusieurs étapes. C'était dès le départ la philosophie, notre philosophie, c'était d'avoir absolument tout dans une plateforme. D'essayer d'imaginer tous les outils, tous les modules, enfin la plateforme de demain avec tout ce dont un actuaire aurait besoin. Et en termes de transition pour mettre en place le projet, si vous prenez un modèle déjà existant, un modèle d'épargne parmi les petits, grands clients que vous avez pu avoir, mis bout à bout pour qu'il soit en prod et qu'il remplace l'ancien. C'est une bonne question. Pour l'instant, ce qu'on a fait, c'est que des POC sur des périmètres. Par exemple, on a fait quelques POC sur l'emprunteur, où on a dupliqué carrément un modèle existant sous Prophet pour retrouver exactement les mêmes chiffres sur des modèles point tirés au hasard. Et cette mise en place n'a pas nécessité en fait des mois d'expérimentation. On a fait vraiment un process de bout en bout à partir de l'extraction des données brutes jusqu'au reporting S2 en quelques semaines. Donc le travail a été fait en 8 semaines, donc c'est à peu près 2 mois. Vraiment d'industrialiser la création des modèles point, le calcul des hypothèses, la projection des cash flows dans le temps et les calculs des indicateurs S2 à l'époque avec la mise en place de toute la formule standard. J'imagine que sur un modèle épargne, la chose va être un peu plus complexe parce que les algorithmes sont un peu plus poussés, mais on n'est pas de l'ordre des années de développement, c'est plutôt quelques mois de développement en mode agile. Ça c'est à penser avec le client, s'il a vraiment une bonne vision de ce qu'il veut faire, quelles sont les briques qu'il faut prioriser, ainsi de suite, et les choses peuvent se faire au cas par cas sans décommissionner totalement l'existant, plutôt découper l'existant en plusieurs morceaux, les prioriser, les passer en mode développement jusqu'à la mise en prod petit à petit. Et cette agilité, je ne crois pas qu'elle est égalée sur n'importe quel passage à un autre outil, même en full open source, parce que toute l'interface en machine qui est là, toute la sécurité qui existe, toutes les fonctionnalités regroupées dans la même plateforme, on ne peut pas le récupérer dans une autre plateforme et faire de la combinaison de plusieurs outils. Ça serait un peu plus compliqué à monter. C'est ça l'avantage. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Pas cher. Par rapport au marché. Très compétitif. Le CEO, il a... Très compétitif. Non, par rapport vraiment au coût de l'essence. Peut-être le coût de build, il peut être conséquent, comme n'importe quelle migration sur un nouveau soft, mais les coûts de run sont carrément différents. Là, il y a un diviseur par 10, par 20 facilement en fait. Non, par usage de la plateforme. En fait, ce qui veut dire, si vous lancez des calculs sur le cloud, il y a des licences par utilisateur, mais après l'usage de la force calculatoire, il est tarifé à l'heure, je crois.
Ouais, elle est tarifée à l'heure, même à la minute, etc. Donc, vous avez bien vu, on a fait des calculs assez faramineux, et en moins de 2 minutes. Donc, le chiffrage, enfin, nous, personnellement, c'est de l'ordre de quelques dollars. Et vous êtes intermédiaire entre AWS et le client, ou est-ce que le client contracte avec AWS et vous dispatchez pour lui? Tu prends des commissions ou pas? Non, mais j'ai bien compris. Hein. J'ai bien compris. Ah, ça se négocie. Ça vous va? Ouais. Non, mais c'est une vraie réponse. Voilà. Si le client a une certaine expertise, voilà. Sinon, je pense que pour la plupart, préfèrent être assistés, avoir l'éditeur plus AWS derrière. En fait, le coût d'entrée dans la plateforme n'est pas énorme, parce que nous, on l'a expérimenté. Ça veut dire prendre en main la plateforme, comprendre les différentes fonctionnalités, c'est pas quelque chose qui prend assez de temps. Et notamment sur les développements, l'avantage, l'ouverture à l'open source avec du Python et R, aujourd'hui, toutes les universités font des cours autour de ça, donc c'est facile à l'intégrer. Mais si vous voulez vraiment bénéficier des forces calculatoires, il n'y a pas mieux que Java pour faire les calculs. D'une manière plus rapide. Ou C++. C++. Ouais. Ouais. Donc on est vraiment ouvert, on a du C#, C++, Java, R, Python, et ma foi, s'il y a même d'autres langages, comme la plateforme est complètement open source, ouverte, on peut rajouter n'importe quel langage. Donc on s'est arrêté là, c'est les langages qui sont les plus connus, les plus utilisés, voilà. Mais au niveau de l'actuariat, c'est plutôt R et Python. Et les librairies sont quand même développées. Il y a des modèles ALM, épargne, il y a des modèles retraite, il y a des modèles de prévoyance. C'est vraiment impressionnant. Je pense que même avec les plateformes standards qu'on connaît, je pense qu'il y a beaucoup plus de développement sur R aujourd'hui, avec tous les modèles universitaires, tout ce qui a été fait, tout ce qui a été fait en open source. C'est vraiment impressionnant. Vous devez le savoir puisque vous l'utilisez. Et donc, de ce fait, on a enrichi notre librairie de manière naturelle. D'autres questions? Sinon, en tout cas, si vous avez d'autres questions ou si vous voulez voir d'autres modules, il y a pas mal de modules. Je suis au stand, Makram aussi, mais je me ferai un plaisir de vous montrer un petit peu plus et de répondre à vos questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup.